La Corée du Nord. Beaucoup de mystères entourent ce pays. Très fermé au reste du monde, il intrigue, mais surtout, il inquiète. Même s'il reste très discret, Kim Jong-un, dirigeant suprême, fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. En effet, son arsenal militaire ne cesse de s'étendre et ses essais nucléaires se multiplient. Devenant de plus en plus imposant, il menace ses voisins et ces derniers commencent à prendre peur. Mais est-ce que la Corée du Nord est un réel danger? Où en est son arsenal nucléaire? C'est ce qu'on te propose de découvrir aujourd'hui en revoyant brièvement l'histoire du pays et de sa politique, les grandes étapes de son arsenal ainsi que l'actualité militaire du pays. Il faut savoir que les deux Corées ont rarement été unifiées. Tout commence au IVe siècle avant Jésus-Christ, quand le royaume de Corée est fondé. Il restera ainsi pendant 200 ans avant que les guerres se succèdent, notamment avec la Chine, les Mongols et le Japon. Le pays est alors souvent divisé en 2, 3, voire même en 4 Corées. C'est ainsi jusqu'au XVe siècle, où la dynastie Joseon apporte stabilité pour les peuples de la péninsule qui ont toujours gardé une culture et une langue commune malgré les séparations. Cela dure un peu plus de 500 ans. Puis, en 1910, la Corée passe officiellement sous la domination de l'Empire du Japon jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La fin officielle des hostilités a lieu le 2 septembre 1945 avec la capitulation du Japon. À ce moment-là, la péninsule coréenne est divisée le long du 38e parallèle en 2 zones d'occupation, avec Staline et les Soviétiques au nord et Roosevelt et les Américains au sud. Cette division a été initialement envisagée comme une mesure temporaire en attendant l'établissement d'un gouvernement coréen unifié. Cependant, la guerre froide arrive rapidement. Les tensions ne font qu'augmenter entre les deux surpuissances. En 1947, l'ONU tente d'organiser des élections communes, mais la partie nord de la Corée boycotte le scrutin en signe de protestation. Les dirigeants nord-coréens craignaient que des élections unifiées ne conduisent à la mise en place d'un gouvernement pro-américain dans l'ensemble de la péninsule. Ils préféraient maintenir la division et promouvoir leurs propres intérêts. Il ne faut pas oublier que le contexte politique tendu de l'après-guerre et les rivalités idéologiques entre les États-Unis et l'Union soviétique ont grandement influencé les événements en Corée. Mais le Sud, lui, participe aux élections, choisit ses dirigeants et se proclame indépendant en devenant la République de Corée en 1948. Dans la foulée, le Nord devient la République populaire démocratique de Corée. Cependant, les tensions vont augmenter jusqu'à la fin de la guerre de Corée, qui dure de 1950 à 1953. Elle est également une parfaite illustration de la tension extrême entre l'Union soviétique et les États-Unis. Le conflit commence quand des troupes nord-coréennes envahissent le Sud sur la demande du dictateur Kim Il-sung. Ce dernier a pour objectif de réunifier la Corée par la force. En réplique, le Conseil de sécurité de l'ONU autorise un contingent à intervenir, dans lequel 22 pays sont engagés. En tout, au moins 3 millions de civils et de militaires seront tués des deux côtés du front. Lors de l'armistice, une nouvelle frontière, qui ressemble à s'y méprendre à celle d'avant, voit le jour. Les deux pays sont séparés par une zone démilitarisée et qui s'étend sur 248 km de long et 4 km de large. Ainsi, elle s'étend des eaux de la mer Jaune au sud, au golfe de Corée, à l'ouest de la péninsule, et est entourée de bunkers, de tours de contrôle et de barbelés électrifiés. Elle est surveillée en permanence par près de 700 000 soldats nord-coréens et 410 000 soldats sud-coréens, eux-mêmes épaulés par les soldats américains. Tout le long de cette frontière, il n'y aurait pas moins de 1 million de mines. Aujourd'hui, au nord, le pays est dirigé par le dictateur Kim Jong-un qui tient d'une main de fer le pays, avec un modèle communiste et autoritaire qui isole sa population du reste du monde. Quant au sud, nous avons la 10e puissance économique de la planète qui est dotée d'un régime présidentiel. Nous avons donc 2 Corées et 2 visions du monde. Même si l'armistice a été signé il y a 70 ans, la cohabitation reste fragile. Regardons maintenant la politique de la Corée du Nord, qui est assez particulière. La Corée du Nord est l'un des pays les plus isolés de la planète. En effet, la censure y est omniprésente et les médias d'État contrôlent étroitement ce que la population voit et entend. 3 aspects de son régime politique sont importants. Son système à parti unique, son dictateur au pouvoir absolu et sa succession dynastique. Le premier point, le système à parti unique, est caractéristique à la plupart des anciens États socialistes. Le parti dirigeant est donc au sommet de la structure politique et contrôle aussi bien les pouvoirs législatifs, administratifs que judiciaires. Mais il contrôle également les organisations sociales et la vie du peuple.
De plus, la politique est caractérisée par le pouvoir absolu d'un homme, actuellement Kim Jong-un, qui est un élément central dans les dictatures autocratiques. Ainsi, tandis que les pouvoirs de l'État reviennent au parti, le seul pouvoir au sein du parti appartient exclusivement à un seul homme. Enfin, un élément unique du pays est qu'il est doté d'un régime stalinien qui a une succession dynastique réussie. L'héritier succède à son père comme commandant en chef pour la simple raison qu'il a hérité de la pensée, de la compétence et des talents de son père. Ainsi, 3 générations se sont succédées. Kim Il-sung, le premier souverain du pays, a commencé les préparations pour sa succession dès les années 1970. Il déclara par la suite, en parlant de son fils, « Le camarade Kim Jong-il est désormais capable de remplir tous les devoirs de leader. » Ainsi, à sa mort, son fils est d'abord nommé au poste de secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée. Il prend ensuite ses fonctions de président de la Commission nationale de la défense. Il en est de même, en 2011, pour Kim Jong-un, le petit-fils de Kim Il-sung. Il est connu pour avoir renforcé leur culte de la personnalité, mais également pour sa politique répressive féroce envers ses opposants. Mais comment sont-ils arrivés au pouvoir ? En fait, c'est Joseph Staline qui place Kim Il-sung à la tête de la Corée du Nord, alors qu'il avait été sacré héros de la résistance. Considéré comme le père de la nation nord-coréenne, il développe l'industrie lourde et s'appuie sur la classe ouvrière pour imposer sa dictature. C'est lui qui envahira la Corée du Sud et enclencha donc la guerre de Corée. Après la guerre, il reste au pouvoir et il fait du Parti communiste une gigantesque machine à son service. Assez prospère, une économie socialiste voit le jour. Mais au début des années 1990, la chute de l'Union soviétique affecte grandement le pays, qui dépend de l'importation d'énergie russe. Peu de temps après, Kim Il-sung meurt et Kim Jong-il est désigné pour le remplacer. En plus de la crise économique, le pays est également touché par une série de catastrophes climatiques qui entraînent une importante famine. Par exemple, dans les années 90, un épisode de famine nommé la Marche ardue fait plus d'1 million de morts. Une économie de marché est alors créée. Ainsi, pendant que les maris continuent à travailler dans les usines, les Coréennes peuvent soutenir leur famille en important des denrées de Chine. Puis, en 2011, à sa mort, Kim Jong-un, son plus jeune fils, prend le pouvoir. Ambitieux, il veut moderniser le pays et l'ouvrir aux nouvelles technologies. Il est également connu pour être un tyran impitoyable, obsédé par ses programmes nucléaires et balistiques qu'il fait passer devant sa population qui manque de tout. En effet, la Corée du Nord est soumise à de multiples sanctions internationales en raison de ses programmes nucléaires et balistiques et souffre de pénuries alimentaires chroniques. 18 millions de personnes, soit près de 70% de la population, dépendent actuellement des distributions alimentaires du régime, qui s'approvisionnent auprès des fermes collectives du pays. Ces dernières sont soumises à une politique de quotas, dont l'objectif est de rationaliser l'ensemble de la production agricole. Cependant, les rations distribuées ne sont pas suffisamment variées pour permettre un apport nutritif complet et équilibré. Le dernier rapport des Nations Unies fait état de près de 40% de malnutrition chez les enfants. De plus, le pays a été l'un des premiers États à avoir fermé ses frontières lorsque la pandémie de la Covid-19 a débuté. L'économie du pays, basée essentiellement sur son agriculture et ses échanges commerciaux avec la Chine, est donc lourdement impactée par cette crise sanitaire. Pourtant, à la télévision nationale, les Nord-Coréens voient un homme ayant une image radicalement opposée. Le but est que ces derniers soutiennent leur leader. Car depuis la création du pays, une politique de l'image a été mise en place. Elle se caractérise par la promotion d'une image de leadership fort et charismatique, combinée à une mise en scène soigneusement contrôlée de la vie publique du leader. Ainsi sont mises en avant les compétences militaires du dictateur, mais également son implication dans le développement économique du pays. Les Nord-Coréens ont alors une image biaisée d'un leader accessible et proche du peuple. Pourtant, cette figure d'un dictateur charismatique et vigoureux serait loin de la réalité. En effet, cela fait plusieurs mois que les rumeurs sur la santé de Kim Jong-un se multiplient. Absent pendant plusieurs semaines, certains se demandent si sa santé ne serait pas plus faible qu'il voudrait le faire croire. Surtout que la famille du dictateur est connue pour avoir été frappée par de fortes maladies cardiaques et du diabète. Maintenant que tu connais un peu mieux l'histoire de la Corée du Nord, concentrons-nous sur son armée. En très peu de temps, le pays a réussi à se développer militairement. Aujourd'hui, Kim Jong-un possède l'arme nucléaire et des missiles balistiques capables d'atteindre le territoire américain.
Cette force militaire dissuade les États-Unis et d'autres puissances mondiales de toute attaque contre le pays. Une véritable aubaine pour le dictateur. Mais regardons ça de plus près. Il est vrai que le pays a connu certains échecs. Par exemple, le 31 mai 2023, la Corée du Nord rate le lancement de son premier satellite espion. Mais après un second échec, en novembre 2023, le pays réussit à placer sur orbite son premier satellite espion. Selon des experts, cet exploit optimiserait la quête de renseignements nord-coréens, en particulier sur son rival du Sud. Il pourrait ainsi obtenir des données cruciales dans la perspective d'un conflit militaire. D'ailleurs, le régime a depuis affirmé qu'il disposait d'images des principaux sites militaires américains et sud-coréens, sans toutefois montrer ces images. Cela montre les avancées rapides de la dictature. Depuis, d'après un rapport de l'agence de renseignement militaire Defense Intelligence Agency, Kim Jong-un et ses forces armées sont une grave menace pour la sécurité des États-Unis et de ses alliés. Mais de quoi sont faites les forces armées nord-coréennes pour être si dangereuses aux yeux des Américains et de leurs alliés ? Alors qu'elle est l'un des pays les plus pauvres du monde, elle consacre plus de 15% de son produit intérieur brut à son armée. Ainsi, la Corée du Nord est dotée de la 4e plus grande armée au monde en effectif, avec 1,2 million de militaires actifs et plus de 500 000 réservistes. Elle est également la première en nombre de militaires pour 1000 habitants, avec un chiffre de 49,03. Elle est équipée de 6 branches. Les forces terrestres, la marine, la force aérienne, les forces stratégiques, les forces d'opération et les gardes rouges des ouvriers et paysans. Nommée l'Armée populaire de Corée, elle voit le jour en 1948. Même si le pays est très fermé, des militaires intégrés à 2 bataillons d'artillerie anti-aérienne et environ 200 pilotes ont participé à la guerre du Vietnam. Pourtant, la participation de ces militaires n'a été soulignée que plus de 20 ans après les faits. Une aide logistique a également été apportée. De plus, une trentaine de pilotes nord-coréens ont participé à la guerre du Kippour dans les rangs des forces arabes. Aujourd'hui, elle est notamment mobilisée sur la zone coréenne démilitarisée. Au niveau de la composition de l'armée nord-coréenne, elle se compose notamment d'armes d'infanterie, telles que les fusils d'assaut de type 98, de 3800 chars de combat, mais également de 2800 véhicules blindés. Principalement des séries BTR russes et des types M1973 chinois. Elle a également des milliers d'affûts d'artillerie lourde, de lance-roquettes multiples et d'affûts anti-aériens. Pour sa flotte, elle est composée de nombreuses petites unités et sa principale arme est une flotte de sous-marins estimée à plus de 70 unités, dont 10 sous-marins de poche pour des opérations spéciales. En septembre 2023, on apprend que Pyongyang a construit un sous-marin nucléaire tactique d'attaque. Kim Jong-un a précisé que ce submersible accomplira sa mission de combat et sera l'un des principaux moyens offensifs sous-marins des forces navales nationales. La Corée du Nord souhaite également transformer ses sous-marins existants pour en faire des vaisseaux de combat équipés d'armes nucléaires. Pour l'équipement des forces aériennes nord-coréennes, c'est encore différent, car une partie est vieille, peu entretenue et totalement obsolète. Cela vient du fait que la suprématie aérienne des États-Unis et l'absence de nouvelles technologies accessibles rend le développement de l'arme nucléaire nord-coréenne presque impossible. Pour cette raison, la grande partie du budget militaire va pour les forces terrestres et la marine, mais aussi pour la recherche en matière balistico-nucléaire. Cependant, pour citer quelques chiffres, le pays posséderait environ 800 bombardiers de type H-5 et Ilyushin II-28, mais aussi 540 chasseurs, 120 hélicoptères d'attaque ainsi que 300 avions cargo de transport. De plus, la Corée du Nord est également présente dans le domaine des drones. En effet, le programme de drones militaires nord-coréen remonte à la fin des années 1980, lorsque le régime a importé pour la première fois des appareils provenant de Chine. Depuis, une série de drones de surveillance et d'attaque a été développée, en partie en s'inspirant de la technologie des avions russes et américains importés du Moyen-Orient. Plus efficace que l'on ne l'aurait cru, en décembre 2022, plusieurs appareils autonomes se sont infiltrés en Corée du Sud. 4 d'entre eux ont atteint une île proche de la frontière et un 5e a survolé Séoul. C'est assez incroyable, d'autant plus que l'armée sud-coréenne a fait décoller des hélicoptères et des avions à réaction pour les abattre, mais elle n'y est pas parvenue. Quelques mois plus tard, en avril 2023, on apprend que le pays asiatique a testé un nouveau type de drone sous-marin capable de transporter une ogive nucléaire. Appelé Aeil-2 Unmanned Underwater Nuclear Attack Boat, il a navigué au large de la côte est du pays pendant plus de 71 heures avant que son ogive d'essai n'explose sous l'eau. Il serait donc capable de transporter une ogive nucléaire
susceptible de créer un tsunami radioactif. Cependant, selon certains spécialistes, le dictateur aurait exagéré sur ses capacités. Dans les autres branches qui composent cette armée, nous avons les forces spéciales nord-coréennes. Mais c'est quoi ? En fait, elles sont utilisées pour les missions d'infiltration et de sabotage à l'étranger. Par exemple, en 1968, une attaque contre la Maison Bleue à Séoul a lieu. C'est la résidence officielle et le bureau du président, et l'attaque a fait 28 tués chez les Nord-Coréens, 68 chez les Sud-Coréens et 3 chez les Américains. Il faut aussi savoir que le pays est connu pour ses capacités en matière de cyberguerre. En constante progression, ces pirates informatiques utilisent des outils de plus en plus sophistiqués pour cibler des institutions gouvernementales, médiatiques, financières et privées dans le monde entier. Ainsi, ces pirates informatiques s'entraînent dans les écoles technologiques d'élite nord-coréennes et fréquentent même les meilleures écoles de sciences et d'ingénierie de Chine pour avoir accès à des technologies de pointe non disponibles en Corée du Nord. Surtout que ces dernières années, elle a démontré sa capacité à détruire les systèmes d'infrastructures critiques et à infiltrer les réseaux militaires, gouvernementaux et de renseignement. On peut par exemple parler de l'attaque du ransomware WannaCry. Elle se passe en 2017 et est l'une des plus grandes attaques de ransomware de l'histoire. Elle a touché des systèmes informatiques dans le monde entier, affectant particulièrement certains systèmes Windows, mais elle a également compromis des réseaux d'aviation, de chemins de fer et de soins de santé aux États-Unis, en Asie et en Europe. D'ailleurs, de plus en plus d'experts estiment que les capacités en matière de cyberguerre du pays constituent désormais une menace plus immédiate que ses programmes militaires. Pour 2024, le parti au pouvoir a annoncé le lancement de 3 nouveaux satellites espions, la construction de drones et le développement de capacités de guerre électronique. Mais qu'en est-il de son arsenal nucléaire ? Est-il vraiment dangereux ? Doit-on le prendre si au sérieux ? La Corée du Nord effectue son premier test atomique en 2006 et son 6e et dernier à ce jour date de 2017. 18 ans après le premier essai, en 2024, elle possède plus de 40 ogives nucléaires. Et ce chiffre devrait continuer d'augmenter dans les prochaines années. D'ailleurs, le régime considère son programme nucléaire comme essentiel à sa survie. Ainsi, l'an dernier, la Corée du Nord a inscrit son statut de puissance nucléaire dans sa constitution. D'ailleurs, le dictateur a déclaré que son pays n'hésitera pas à répliquer par l'arme atomique si elle est elle-même provoquée par des armes nucléaires. Il a également ordonné l'expansion de l'arsenal nucléaire nord-coréen et la mise au point d'un missile balistique intercontinental. Ce nouvel engin devrait pouvoir frapper directement le territoire américain, ennemi juré du dictateur. Ainsi, peu de temps après, le 18 décembre 2023, on découvre le lancement d'un missile balistique intercontinental, alias ICBM, nommé Hwasong-18. Il a parcouru un peu plus de 1000 km de distance horizontale et atteint une altitude maximale d'environ 6000 km. Vers 9h37, heure japonaise, le missile est tombé en mer en dehors de la zone économique exclusive du Japon. Ce tir est intervenu quelques heures seulement après le lancement d'un missile à courte portée. Cet ICBM aurait une portée de plus de 15 000 km, lui permettant de frapper l'ensemble du territoire américain. Selon l'armée sud-coréenne, il utilise du combustible solide, ce qui facilite le transport des missiles et permet des mises à feu plus rapides que les versions à combustible liquide. Il s'agit du 3e type de ce tir par Pyongyang, après les lancements d'avril et de juillet, et en tout du 5e tir venant de Pyongyang cette année. Ainsi, 2023 marque l'année où la Corée du Nord a procédé à un nombre record d'essais de missiles. Selon certains experts, la démonstration de force par le dictateur serait, en plus d'essayer d'intimider ses ennemis, de détourner le mécontentement de la population sur les problèmes économiques du pays. En réponse, Séoul, Tokyo et Washington, en plus de condamner les tirs, ont averti Pyongyang que toute attaque nucléaire contre les États-Unis ou leurs alliés entraînerait la fin du régime de Kim Jong-un. Le premier ministre japonais, Fumio Kishida, a également ajouté que la Corée du Nord représentait une menace pour la paix et la stabilité dans la région. De plus, les alliés ont renforcé leur coopération de défense et ont activé un système de partage de données en temps réel sur les lancements de missiles nord-coréens et des forces militaires des 3 pays alliés. Dans un effort de dissuasion, les forces armées américaines ont également envoyé en Corée du Sud le sous-marin à propulsion nucléaire USS Missouri, le porte-avions USS Ronald Reagan et un bombardier stratégique B-52. Car c'est particulièrement entre les 2 Corées que la tension n'a jamais été aussi forte, surtout depuis la guerre de Corée. Les pays voisins sont toujours techniquement en guerre depuis 1953, les combats ayant été arrêtés par un armistice et non un traité de paix.
Début 2024, le Parlement de la Corée du Nord a approuvé la dissolution des agences œuvrant pour la réunification avec le voisin du Sud. Pourtant, les deux Corées avaient entamé en 2018 un processus de rapprochement, caractérisé par 3 rencontres entre Kim Jong-un et le président sud-coréen de l'époque, Moon Jae-in, lors des JO d'hiver, surnommés les JO de la paix. Le dirigeant nord-coréen a également menacé Séoul d'entrer en guerre pour toute violation, ne serait-ce que de 0,001 mm de son territoire. De plus, il a souligné que son pays ne reconnaîtrait pas la frontière maritime de facto entre les deux pays, la ligne de limite du Nord, et a appelé à des changements constitutionnels permettant à Pyongyang d'occuper la Corée du Sud en cas de guerre. Il faut savoir que dans leurs constitutions respectives, Corée du Sud et du Nord revendiquent la souveraineté sur l'intégralité de la péninsule coréenne. D'ailleurs, l'année 2024 s'annonce tendue, car le dictateur a lancé de nouvelles menaces de frappe nucléaire contre la Corée du Sud et a également ordonné l'accélération des préparatifs militaires en vue d'une guerre qui peut être déclenchée à tout moment sur la péninsule, selon ses dires. De plus, le 5 janvier 2024, la Corée du Nord a tiré 192 obus en mer Jaune dans la zone tampon qui la sépare du Sud, obligeant Séoul à mettre aux abris les habitants de 2 îles. Il s'agit de la plus forte escalade sur la péninsule depuis que l'armée nord-coréenne avait bombardé Yeonpyong en 2010 en réponse à un exercice sud-coréen à munitions réelles près de la frontière. Elle avait fait 4 morts, 2 militaires et 2 civils. Au même moment que le ICBM Hwasong-18, on apprend qu'un nouveau réacteur semble être devenu opérationnel selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il se situerait à une centaine de kilomètres au nord de Pyongyang, au complexe de Yongbyon, qui abrite déjà le premier réacteur nucléaire du pays, d'une capacité de 5 MW. Cependant, pour l'agence qui ne peut pas se rendre sur place, car ses inspecteurs ont été expulsés en 2009, il n'est pas possible de confirmer avec précision son état de fonctionnement. Elle doit donc se contenter de surveiller les développements nucléaires dans le pays avec des images satellites. Outre les tirs de missiles visant à développer la capacité balistique du pays et de l'amélioration de ses centrales nucléaires, la Corée du Nord développe ses relations avec d'autres pays. Car comme l'explique Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique au Figaro, la population est en ermite, pas le régime. La Corée du Nord dispose d'un réseau diplomatique sur les 5 continents. Des relations parfois symboliques, comme avec certains pays d'Amérique latine, mais d'autres reposent toutefois sur une intense coopération. Ainsi, à l'heure actuelle, elle a des liens diplomatiques avec 162 pays. En effet, plus de 80% des États reconnaissent entretenir des liens diplomatiques avec la Corée du Nord. Elle a également 47 ambassades, présentes sur chaque continent, et 84 pays ont des ambassades à Pyongyang ou des représentations au consulat général de Chongjin, dans le nord de la péninsule. Pour l'histoire, durant la guerre froide, la Corée du Nord n'entretient des liens diplomatiques qu'avec le bloc communiste. D'ailleurs, aujourd'hui, l'essentiel de ses relations repose toujours sur ses alliés traditionnels, la Russie, la Chine et les pays frères d'Asie du Sud-Est, comme le Vietnam. À partir des années 1990, la diplomatie du régime prend un tournant. En effet, alors que le pays connaît une grande famine, Pyongyang ouvre ses frontières aux organisations humanitaires et envoie pour la première fois un représentant à l'ONU. Au même moment a lieu la chute du bloc communiste. Il est donc enfin possible pour un pays tiers d'entretenir des liens avec les deux Corées. Séoul entame alors sa politique du rayon de soleil. Elle a pour objectif de laisser la Corée du Nord s'ouvrir au monde en espérant qu'elle se normalise. Comme on le voit aujourd'hui, cette stratégie ne s'avère absolument pas payante. Le plus fidèle allié de la Corée du Nord est la Chine, qui se tient auprès de Pyongyang depuis la guerre de Corée. D'ailleurs, en 1961, un traité sino-nord-coréen est signé et prévoit un soutien de la République populaire de Chine en cas d'attaque militaire contre la Corée du Nord. Pour TV5 Monde, Antoine Bondaz, chercheur français à la Fondation pour la recherche stratégique, explique « On est dans une logique où la valeur stratégique de la Corée du Nord aux yeux de Pékin ne cesse de s'accroître en raison des tensions sino-américaines, mais aussi de celles dans le détroit de Taïwan. » Il ajoute que l'objectif de la Chine est qu'il y ait une autre zone de tension pour forcer les Américains à se concentrer sur plusieurs zones. De plus, cette relation est primordiale pour la Corée du Nord, car environ 90% des échanges commerciaux du pays se font avec l'Empire du Milieu. Mais depuis quelque temps, elle a un nouvel allié. En effet, la Corée du Nord s'est rapprochée de Moscou. Cette coopération n'est pas neuve. La Russie a rapidement acquis des munitions nord-coréennes pour soutenir son offensive à grande échelle contre l'Ukraine, mais elle a pris un nouveau tournant. Kim Jong-un s'est même rendu en Russie.
Durant cette visite officielle de 6 jours, il a rencontré Vladimir Poutine et le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu. À son retour, l'administration russe locale lui a offert plusieurs drones kamikazes, un appareil autonome de surveillance Guéran 25, ainsi qu'un gilet pare-balles pour des opérations offensives. Par la suite, les services de renseignement sud-coréens ont estimé que Pyongyang a reçu une aide technologique décisive de la Russie, notamment pour la mise en orbite de leur satellite espion. Il a été même rendu public que Moscou aidera le pays à construire ses propres satellites, mais aussi des sous-marins à propulsion nucléaire. En échange, Kim Jong-un fournira des milliers d'obus et de missiles à l'armée russe pour faciliter sa guerre en Ukraine. Enfin, Moscou et Pyongyang pourraient aussi mener des exercices militaires conjoints dans l'océan Pacifique et renforcer les liens entre leurs armées. Les deux pays semblent avoir trouvé l'accord idéal, car, d'un côté, Moscou a désespérément besoin d'armes, notamment de munitions et de bombes d'artillerie. Pyongyang, pour sa part, possède un excès des deux. De l'autre côté, la Corée du Nord est appauvrie par les sanctions. Elle a donc besoin à la fois d'armes et d'argent. Il ne faut pas non plus oublier qu'après 3 ans de fermeture des frontières et de l'échec des négociations avec les États-Unis, le pays se retrouve plus isolé que jamais. Cependant, pour l'instant, aucun accord n'a été annoncé publiquement par les deux dirigeants. Mais Kim Jong-un a montré un intérêt particulier pour la technologie spatiale russe. De plus, le dictateur souhaite être moins dépendant de la Chine. L'opportunité d'une nouvelle alliance avec Moscou peut donc aider le pays dans cette mission. Quant à Vladimir Poutine, il a déclaré qu'il voulait aider la Corée du Nord à développer son industrie spatiale. Kim pourrait profiter de l'occasion pour demander au Kremlin l'accès à la technologie et aux connaissances avancées en matière d'armes pour faire progresser plus rapidement son programme nucléaire. Et même si peu de personnes pensaient qu'un accord entre les deux nations allait vraiment avoir lieu, au début de l'année 2024, en Ukraine, on apprend que des experts ont retrouvé des débris de missiles lancés par la Russie et d'origine nord-coréenne. Il s'agirait de missiles balistiques KN-23. Quant à la France, avec l'Estonie, elle est le seul pays européen à n'entretenir aucune relation officielle avec la Corée du Nord. Mais une coopération existe bel et bien avec le régime autoritaire. D'après le site du ministère des Affaires étrangères, au-delà des 8,2 millions d'euros d'échanges commerciaux établis en 2016, les deux pays mènent des programmes de coopération culturelle, scientifique et technique. Ils servent à diffuser la langue et la culture française, notamment à l'université Kim Il-sung et pour Pyongyang, à bénéficier d'une aide humanitaire. Il est donc clair que la Corée du Nord représente, à l'heure actuelle, un réel danger. Ces dernières années, elle s'est montrée de plus en plus puissante. Investissant au maximum dans son arsenal militaire, même au détriment de la population, elle menace constamment ses ennemis. Même si ses essais nucléaires ont fait couler beaucoup d'encre, il n'est pas le seul domaine qui inquiète les États-Unis. En effet, les risques d'une cyberguerre, les perfectionnements de ses sous-marins et la technologie avancée de ses drones font de la dictature coréenne une menace grave. Cependant, le dictateur se défend, expliquant que c'est nécessaire à sa survie. Ne trouvant pas d'accord, les deux Corées n'ont jamais été si éloignées l'une de l'autre. Alors que l'année 2024 vient de commencer, les tensions s'enveniment avec de nouveaux essais balistiques par la Corée du Nord. Mais où Kim Jong-un va-t-il s'arrêter ? Est-ce qu'un conflit va bientôt éclater dans la péninsule coréenne ? Affaire à suivre.